Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une heure libre, un partenariat entre Front Populaire, le média, et Sud Radio. Émission particulière aujourd'hui pour penser la guerre, autour de la sortie du numéro spécial de Front Populaire, numéro 13, titré « Guerre à la guerre contre les impérialismes ». Et pour en parler, nous serons avec Michel Onfray, Maxime Lenagar, rédacteur en chef, et notre invité est le spécialiste des conflits, Gérard Chaliand, auteur de très nombreux ouvrages, dont Atlas stratégique de l'hégémonie au déclin de l'Occident, paru aux éditions Autrement. Et nous sommes très heureux de vous recevoir, Gérard Chaliand, parce que vous êtes, selon Hubert Védrine, un des meilleurs géostratèges contemporains. Et nous avons donc la chance de vous recevoir, et d'autant plus content que vous signez également dans ce numéro de Front Populaire une contribution très intéressante. On y revient tout de suite. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la guerre en Ukraine, bien sûr, mais pas seulement. Nous allons nous demander s'il existe des guerres justes, et si les rebaptiser ainsi ne pourrait pas être une forme d'écran de fumée. On va se poser plusieurs questions. Le bloc occidental sait-il encore faire la guerre avec cette contre-offensive qui ne porte pas ses fruits? Y a-t-il des guerres justes, je vous le disais? Et lorsque l'on est pacifiste, est-ce que l'on ne serait pas autre chose qu'un munichois? Et peut-on faire la guerre sans l'aimer? Toutes ces questions, eh bien, elles seront débattues aujourd'hui. Mais avant de vous donner la parole, cher Gérard Chaliand, je voudrais demander à Maxime Lenagar, brièvement, pourquoi ce titre intrigant, Guerre à la guerre, qui est le titre de cette revue Front Populaire. Eh bien, c'est un titre de Michel Onfray qui a souvent le sens de la formule. Et dans ce cas précis, il s'agit à la base d'un slogan pacifiste qui avait été utilisé dans les milieux socialistes et au sein du mouvement ouvrier français au début du XXe siècle. On le retrouve d'ailleurs dans certains discours de Jaurès, par exemple. Ce qu'on a voulu dire, nous, à Front Populaire, avec ce titre, c'est finalement ce qu'a très bien rappelé Laurent Henninger la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Stéphane, à cette même antenne. La guerre, c'est sale. Sale, pas au sens moral. Sale au sens propre, sale au sens où, quand deux soldats se déploient en zone hostile, l'un peut se retrouver blessé par les éclats d'os et de cartilage de son coéquipier qui vient de marcher sur une mine antipersonnelle. Vous voyez, la guerre, c'est ça n'a rien de romantique. Or, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on assiste à un défilé de commentateurs d'un bellicisme forcené qui pousse à l'escalade, avec le sang des autres, c'est plus simple, alors qu'il y a des puissances nucléaires en jeu. Ça ne veut pas dire que la guerre ne doit jamais être un recours, ça veut dire que la guerre ne doit être que le dernier recours. Et Georges Kuzmanovic, que nos auditeurs connaissent également, puisqu'il est souvent dans nos émissions, a fait un excellent papier dans ce numéro qui s'appelle « La construction politique de la paix », où il rappelle que la paix ne se décrète pas, elle se construit dans le temps, dans une perspective nationale et internationale contre les impérialismes, d'où le sous-titre de ce numéro. Eh bien, dans ce numéro, Gérard Chaliand, vous signez une contribution de 10 pages, et je vais vous poser la question qui coiffe votre article, et qui connaît un intérêt particulier avec la guerre en Ukraine. Est-ce que l'Occident est encore maître du jeu ? Beaucoup moins qu'autrefois, c'est l'évidence. Je pense qu'il fut un temps où l'Occident, enfin ce que l'on appelle l'Occident, c'est-à-dire l'ex-christianisme, grâce à la révolution industrielle, a véritablement dominé le monde. Absolument. Il n'y a pas si longtemps, toute l'Asie à l'exception du Japon, toute l'Afrique à l'exception de l'Éthiopie, qui s'appelait à l'époque l'Abyssinie, était entre les mains des Européens, avant même d'être ceux des Occidentaux. L'Occident, c'est en quelque sorte les États-Unis en plus, qui est un rejeton. Et cette domination qui fut absolue pendant, au bas mot, 3 générations minimum, le temps que les autres comprennent comment se fait-il que ces types que nous avons connus autrefois, bon, pas plus extraordinaires que ça, puisqu'on les a battus. En fin de compte, en 1683, c'était les Ottomans qui étaient devant Vienne, c'est pas nous qui étions devant Constantinople. Et 3 générations après, les types réussissent à comprendre un truc très important. Le nationalisme moderne est un outil fabuleux dont il faut s'emparer. Il y a les Japonais qui ont compris ça les premiers, en se disant, pour échapper au péril blanc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas d'autre solution que de faire comme eux. Nous allons les imiter. On va inviter les Français qui passent pour être les meilleurs du monde. Nous sommes en 1868. Les Français arrivent. Pendant 2 ans, ils entraînent les Japonais. 2 ans après, nous sommes battus à Sedan. Les Français sont remerciés. Ils prennent les Allemands. Et ça a réussi la greffe, puisqu'ils arrivent à battre les Chinois en 1895. Et pour la première fois dans l'histoire, ils battent une nation blanche à l'heure industrielle, les Russes, en 1904, 1905, sur terre et sur mer.
Alors, une page est tournée. Absolument. Alors cette supériorité occidentale, vous dites, est d'abord relative avant d'être décisive. Et ce qui l'a rendue décisive, c'est l'industrialisation. Et évidemment, ça fait quelques années, ça n'a échappé à personne, qu'on désindustrialise l'Occident. Et que les autres se sont industrialisés entre-temps. Il n'y a qu'à voir les Chinois, il n'y a qu'à voir les Indiens. C'est pas juste une question d'idéologie, c'est une question de moyens. La Corée du Sud, c'est pas des communistes, ça les empêche pas d'être extrêmement puissants. Et le Vietnam Nord, et qui est devenu d'ailleurs le Vietnam tout simplement, aujourd'hui c'est un État qui fait de la croissance économique. Ouais. Donc à partir du moment où vous faites de la croissance économique, vous rentrez dans un cycle de puissance qui fait que les choses bougent. Aujourd'hui, bon, c'est l'évidence, nous ne sommes plus dans le rapport Est-Ouest de 47 à 91. Nous ne sommes plus non plus dans le moment rêvé pour les États-Unis de l'unipolarité, où ils étaient seuls, où il y a eu même un penseur d'origine japonaise qui a prétendu que c'était ça y est, bon, on a gagné, ça va être la démocratisation partout, etc. Ça a duré jusqu'à 2008, jusqu'à la crise dite des subprimes. Et puis en 2010, on nous annonce les Chinois sont les numéros 2. Eh oui, absolument. Alors, le monde libre n'arrête pas de perdre maintenant des guerres qu'il mène. On voit bien que les choses ont commencé avec la guerre du Vietnam, mais le camp occidental a très sérieusement décliné avec les années 2000, avec une série de bourbiers, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, et on collectionne désormais les défaites. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Alors, premièrement, ça commence avec la guerre du Vietnam, parce que un certain Mao Tse-tung, aujourd'hui décrié très fort, mais qui a été très important sur le plan de la découverte de la guerre révolutionnaire, a dit la guérilla, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une guerre révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il faut absolument gagner l'appui de la population. Ouais. C'est pas tant le contrôle du territoire qui compte. L'important, c'est le contrôle de la population. Absolument. Et ça, il a su le faire. Il a su le faire, et c'est une histoire qu'il a vendue ailleurs, et les premiers à avoir suivi son exemple, pour des raisons d'ailleurs géographiques évidentes, c'est les Vietnamiens, qui ont profité du savoir japonais, qui ont adapté les choses, et qui, lorsque les Américains sont arrivés, avec l'absolue certitude que, bon, les Français venaient d'être battus, mais de toute façon, les Français, c'est quoi ? Une puissance de troisième ordre. Nous, on a une aviation, on a une supériorité en hélicoptère, on va écraser tous ces braves gens, et on va pas s'occuper d'ailleurs de savoir ce que eux en pensent. Contrairement à ce que certains de leurs spécialistes, comme un certain, comment dirais-je... C'est pas si le nom vous échappe, oui. Ce n'est pas très grave. Je vais vous, si vous me permettez, je voudrais demander à Michel Onfray, est-ce que l'Occident sait encore faire la guerre, et puis vous demander votre avis sur le sonore de Michel Onfray qu'on écoute tout de suite. Alors faire la guerre, c'est faire la guerre avec les moyens du moment, et aussi avec des individus qu'on est capable de sacrifier. Et je ne crois pas que l'Occident soit capable de faire la guerre, parce qu'on économise les vies humaines, et toutes les vies humaines, et y compris et surtout les vies de soldats. C'est-à-dire qu'un soldat qui n'est pas prêt à donner sa vie, qui a en face de lui un soldat qui est prêt à donner sa vie, c'est pas exactement la même chose sur le terrain. Et il y a effectivement à ce moment-là des énergies qui sont faites par des gens qui sont prêts à mourir, et qui rencontrent des défauts d'énergie de gens qui ne sont pas prêts à mourir. L'Occident veut absolument faire un minimum de victimes, voire pas de victimes du tout. Et de fait, il y a quand même une inégalité des armées dans cette aventure. Des gens sont prêts à mourir. Et les gens qui sont prêts à mourir ont de toute façon le dessus sur ceux qui ne sont pas prêts à mourir. Oui. Alors, l'Occident plus prêt à mourir, vous allez nous dire dans un instant, Gérard Chaliand, ce que vous en dites. On va vous demander votre réaction, et puis on va continuer à parler de géopolitique et du conflit en Ukraine, et on va se demander s'il est encore des guerres justes, et si l'on est pacifiste, est-ce qu'on est forcément munichois ou collabo? On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans
dans l'heure libre, un partenariat Front Populaire Sud Radio. Je suis en compagnie toujours de Michel Onfray, philosophe et fondateur de la revue Maxime Le Nagard, et notre invité est Gérard Chaliand, auteur de nombreux ouvrages, dont l'Atlas stratégique de l'hégémonie au déclin de l'Occident aux éditions Autrement. Et c'est, selon Hubert Védrine, un des meilleurs géostratèges contemporains. Je vais le dire toute la matinée. Alors Gérard Chaliand, à l'instant, Michel Onfray nous disait que une des raisons du déclin militaire occidental, c'est finalement que l'on a de plus en plus de peine à vouloir et à être prêt à mourir. Il a parfaitement raison. Je veux dire que le problème, il est démographique. 14-18, comme vous le savez, ça a été une boucherie, mais ça a été fait dans une certaine allégresse. D'un côté comme de l'autre, on voulait absolument écraser l'adversaire. La fleur au fusil. Quel que soit le prix. Le Vietnam, c'est le grand tournant. Les Américains, c'est Bernard Fall que je cherchais tout à l'heure, qui leur avait dit, attention, vous tombez sur des Vietnamiens, ce sont des coriaces. Le tiers-monde, ce n'est pas une chose similaire. Il y a des gens extrêmement difficiles à vaincre, les Japonais, les Chinois, les Coréens, les Viettes. Ça va être difficile. Attention, il faut comprendre pourquoi. Et on n'a pas cherché à comprendre. On a dit, on part, on va les écraser. Le général Westmoreland était parfaitement optimiste. Il a dit, bah, c'est le dernier quart d'heure, etc. Puis il y a eu la fameuse offensive du Tet en début de 1968, où les Vietnamiens ont démontré que, ma foi, ils pouvaient attaquer dans 50 endroits à la fois. Certainement, au bout d'un mois, les Américains ont remis les choses en ordre, mais entre-temps, ils avaient perdu psychologiquement parce que le public américain avait compris que non, la guerre n'était pas en train de finir, on n'avait pas écrasé l'adversaire, il avait été capable de même aller jusqu'à prendre pendant 24 heures l'ambassade des États-Unis à Saigon même. Donc, ce dont les Américains se sont rendus compte, c'est que ils ont perdu 58 000 hommes dans cette affaire et ils se sont dit, il faut plus perdre autant de gens. D'où l'idée de recourir technologiquement, de faire finalement une armée de drones, d'électronique, où finalement on essaye de ménager le plus possible les militaires. Ça, c'est plus tard. Entre-temps, c'était la guerre zéro mort. La guerre zéro mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire zéro mort de mon côté, par contre, de l'autre, j'arrose. Alors, en Irak, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons en Irak une opération qui a été montrée contre Saddam Hussein, qui avait tenté d'annexer le Koweït. On a dit, attention, il est en train d'assassiner des bébés, il dispose d'armes chimiques, etc., etc. Bon, il a été véritablement désigné comme le méchant absolu. Et la grande union à laquelle ni la France ni l'Allemagne n'a voulu participer, et qui comprenait 4 États arabes, a perdu 300 hommes. 300 hommes. Et on n'a jamais su combien, en face, ils avaient tué de soldats irakiens. Sauf que les services spéciaux britanniques ont fait leur estimation. Ils ont dit, pour les 300 hommes perdus du côté occidental, ils ont perdu, eux, du côté irakien, 70 000 hommes. On l'a jamais dit parce que c'était choquant, cette espèce de truc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en somme, la guerre zéro mort, c'est je bombarde à fond, et j'appelle ça des dégâts collatéraux, qui sont pas plus collatéraux que vous et moi. On appelle ça des frappes chirurgicales aussi. C'est ça, voilà. Bon, tout ça est parfaitement assumé, seulement, si les autres sont des dictateurs, nous sommes des hypocrites. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que justement ce conflit ukrainien, où on voit que la guerre fait des centaines de milliers de morts cette fois, et plus encore du côté ukrainien que russe, même si les dommages semblent très importants aussi côté russe, est-ce que c'est pas le retour de ce que M. Henninger nous disait la semaine dernière, la guerre sale, quoi, la guerre qui tâche? Oui, mais en plus elle est, comment dirais-je, c'est une guerre totalement idéologique, blanc et noir. Un côté représente la pureté,
c'est le côté ukrainien. Ukrainien, Zelensky. Et en face, c'est l'ignominie personnifiée par monsieur Vladimir Poutine. Voilà. Qui est entre Hitler ou un psychopathe, lui. Hein. Voilà. Ouais. Qu'il faut amener devant un tribunal, etc., etc. Bon. Donc, cette caricature d'analyse, ne tient pas devant, comment dirais-je, un peu de rationalité. Hein. Dans la pratique, il faut rappeler tout de même le contexte. C'est un fait que lorsque la guerre froide se termine en 1991, il était en principe convenu que l'OTAN ne se développerait pas du côté de l'Est. Ça n'a pas été le cas. Chaque fois qu'un État est devenu membre de l'Union européenne, il était en même temps membre de l'OTAN. Ce qui fait que les Russes se sont sentis de plus en plus, comme l'avait d'ailleurs dit le remarquable stratège américain Zbigniew Brzezinski, ce qu'il faut, c'est repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie, Ukraine comprise. Sans l'Ukraine, ils sont une puissance moyenne. Avec l'Ukraine, ils peuvent être dangereux. Ouais. Bon, c'est ce qui s'est produit. Et c'est ce que n'a pas laissé faire Vladimir Poutine. Et c'est ce que Vladimir Poutine a dénoncé. En 2008, en plus, il faut reconnaître que les Américains ont poussé en disant on va mettre la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN. Ça, c'était annoncé déjà depuis longtemps que c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Bon, c'est un fait, si vous voulez, que les États, quelle que soit leur nature, qu'ils soient démocratiques ou pas démocratiques, la nature des États, c'est l'expansion quand ils le peuvent. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'État gentil. S'il peut s'étendre, il va le faire. Bon, les Américains, ils ont poussé au maximum. Et en fin de compte, ça a amené l'autre à réagir. Manque de peau pour lui, si vous voulez, il a réagi à un moment où, en face, on savait qu'il allait frapper. Et les services américains ont prévenu les Ukrainiens, attention, il va essayer de s'emparer du pouvoir dans la capitale, et à partir de là, il va changer le régime. Bon, donc dès le début, si vous voulez, les Américains avaient préparé les choses. À partir de 2014, ils avaient d'ailleurs entraîné l'armée, etc., etc. Bon, finalement, ce qui est de merveilleux pour les Américains, c'est qu'après avoir été battus au Vietnam, après avoir été atrocement battus en Irak, où ils ont vraiment fait beaucoup de dégâts, et entre parenthèses, de crimes de guerre, puisqu'on parle de crimes de guerre. Après 20 ans de présence en Afghanistan, ils sont partis à la queue basse dans des bandades pitoyables. Et là, grâce à Poutine, ils se refont une virginité magnifique. Ils sont plus que blancs. Et ils défendent la démocratie, la liberté, etc. Et en plus, sans perdre un homme, puisqu'ils payent et les autres se battent et meurent pour eux. Oui, ce sont les Ukrainiens qui meurent, bien sûr. Alors, on entend beaucoup ce thème de la guerre juste, et on l'entend beaucoup sur les plateaux de télévision. On a même certains intellectuels qui disent que cette guerre est morale, juste, et souvent, d'ailleurs, faite entre nous au nom d'une morale à géométrie variable. Alors, je voulais demander à Michel Onfray, est-ce que pour un philosophe comme lui, il existe des guerres justes? La guerre du juste, c'est toujours la guerre de celui qui la décide. Chacun a des bonnes raisons d'attaquer en disant, c'est comme dans les cours de récréation, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Et on dit toujours, mais il y a eu ceci, puis il y a eu cela, et puis etc., etc. Donc évidemment, Hitler nous dit, le traité de Versailles, vous nous avez humiliés. On n'accepte pas d'être humilié, on veut recouvrer notre dignité, donc on vous attaque, c'est normal, ça n'est jamais que justice. Donc ce concept de guerre juste, il est chrétien à l'origine, c'est saint Augustin qui estime que quand la cause est bonne, elle sanctifie la guerre. Et que le problème, c'est pas de savoir si la guerre est bonne ou mauvaise en soi. Et ils sont empiriques, pour le coup, les chrétiens dans cette aventure. Si la guerre est faite au nom du bien, et du bien chrétien, pour le coup, alors elle est une bonne guerre, elle est une guerre juste. Et on voit bien comment les défenseurs du droit de l'homisme, comme on dit, les BHL, les Kouchner et autres, défendent cette idée de la guerre juste, parce qu'ils estiment effectivement que la démocratie telle qu'ils l'entendent, c'est-à-dire le pouvoir des États-Unis, est préférable à des régimes politiques, que ce soit ceux de Saddam Hussein ou ceux de Kadhafi. Et ils estiment effectivement que le mal est d'un côté, Adolf Hitler évidemment, et le bien est du leur, et qu'à chaque fois qu'ils attaquent, c'est toujours une guerre préventive, c'est pour éviter des guerres qui font couler le sang, c'est pour éviter que le sang coule, qu'ils font couler le sang. On sait que c'était l'argument de Bernard-Henri Lévy sur la question de la Libye, et je dirais qu'il n'y a qu'une seule bonne guerre juste, c'est celle qui permet de faire la guerre à ceux qui nous ont envahis, pour recouvrer une souveraineté perdue. Oui, ça c'est juste. Quand un pays se
trouve envahi, il faut lutter contre l'envahisseur. Quant au reste, c'est souvent envahir le pays d'à côté pour qu'il ne nous envahisse pas, et c'est le prototype de la guerre injuste. Oui, alors juste, Gérard Chalian, vous êtes d'accord? La guerre juste, un concept à prendre avec des pincettes. Non, je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Onfray. La guerre juste, pour qui? Bien sûr que quand on défend son territoire, lorsqu'on est envahi, dans le cas par exemple des Ukrainiens, qui défendent leur patriotisme, qui défendent le fait qu'ils veulent devenir indépendants, je le comprends parfaitement. Ceci dit, l'ensemble du problème est plus compliqué que cela. Ça a été un grignotage américain de façon à affaiblir la Russie. On le voit bien aujourd'hui d'ailleurs que leur objectif c'est moins l'Ukraine qu'en fin de compte se débarrasser autant que faire se peut du régime de M. Poutine et ne avoir plus en fin de compte qu'en face que la menace chinoise. Ouais. Alors ça, évidemment, ça ne se dit pas, parce que, disons qu'ils vont mieux cacher ça derrière la justice, le droit à la liberté, etc., etc. C'est-à-dire que si on fait pas la part de la propagande dans tout ça, on est vraiment manipulé. Et il faut reconnaître que la manipulation dans cette guerre sur l'Ukraine est remarquablement menée. Absolument. Et d'ailleurs, il y a un autre concept dont on va pouvoir parler dans un instant après celui de guerre juste, c'est l'Europe. L'Europe, c'est la paix. C'est ce qu'on nous avait dit. Dans un instant, on en parle sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. L'heure libre, un partenariat Front Populaire, la revue Sud Radio. Toujours en compagnie de Michel Onfray, Maxime Le Nagard, et notre invité est, je cite Hubert Védrine, un des meilleurs géostratèges contemporains, je le redis. Émission spéciale qui essaye de trouver une troisième voie, celle de l'indépendance sur la guerre en Ukraine, et qui accompagne la sortie du numéro 13 de Front Populaire, la revue Guerre à la guerre contre les impérialismes. C'est ainsi qu'est titré ce numéro spécial. On parlait à l'instant du concept de guerre juste. Et puis vous, Maxime, vous avez aussi rédigé dans ce numéro spécial de Front Populaire des vrais faux. Et est-ce que factuellement, parce qu'on entend aussi beaucoup parler de l'Europe, c'est la paix, est-ce que factuellement, l'Europe, c'est la paix? Alors, ça dépend du point de vue duquel on se place. C'est partiellement vrai, donc partiellement faux, évidemment. Pourquoi partiellement vrai? Parce qu'il est vrai qu'après le double carnage des guerres mondiales du 1er XXe siècle, le continent européen a vécu un demi-siècle de relative stabilité. Stabilité relative, car les européistes oublient souvent de parler des guerres du Yougoslavie, à partir de 91. 10 ans de guerre, 100 000 morts, 4 millions de réfugiés. Soit, écartons les Balkans de l'équation. C'est la relation de causalité qu'il faut interroger dans ce slogan pompeux et largement fallacieux. L'Europe a vécu en paix 45 ans, donc effectivement, de 45 à 90, mais cette paix n'est pas spécialement le produit des institutions européennes. Or, c'est ce que veut dire la formule « l'Europe, c'est la paix ». La communauté économique européenne, la CE, actée par le traité de Rome, date de 58, alors que la paix est déjà là depuis 45. Quelle est donc la vraie raison? Demandée aux historiens, ils vous le diront, la guerre froide et la dissuasion nucléaire. Ce que le général gallois avait appelé d'ailleurs d'une belle formule, le pouvoir égalisateur de l'atome. D'ailleurs, la construction européenne a été largement organisée par les USA dans une optique d'affrontement avec l'URSS. Il n'y a que les européistes pour croire que les Américains sont toujours de grands philanthropes. À noter que notre collaborateur Jacques Sapir, qui a traité ce sujet dans la revue, va plus loin. Lui, il dit non seulement l'Europe n'est pas spécialement la paix, mais elle est parfois même le contraire. Pour l'économiste, les institutions européennes sont parfois productrices de conflits en ce qu'elles contribuent à réactiver des antagonismes oubliés entre les nations européennes. On l'a vu entre l'Allemagne, la Grèce évidemment, l'Italie. Et je laisse évidemment les auditeurs se reporter à l'article de Jacques Sapir s'ils veulent savourer cette démonstration. Alors, Gérard Chalian, vous écrivez: nous, l'Europe, nous, on parle. Ce qui veut dire qu'on n'agit pas vraiment en indépendance. Et vous poursuivez, nous ne pesons rien, dites-vous. Nous sommes mal armés pour affronter la crise qui est déjà là. Et nous n'avons plus un matériel humain apte à faire face. Je pourrais signer ça encore aujourd'hui. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ouais. Premièrement, c'est vrai que nous sommes en quelque sorte suicidés entre 14-18 et finalement les années 40. Quand nous sortons de la Seconde Guerre mondiale, nous ne sommes plus en fin de compte qu'un enjeu. Nous n'avons jamais cessé de n'être qu'un enjeu. Nous ne pesons plus de façon militaire dans le rapport de force mondiale, pour la bonne raison d'ailleurs que du point de vue nucléaire, à part la Grande-Bretagne et la France, il n'y a rien. C'est-à-dire que nous sommes incapables, ça c'est très important, nous sommes incapables d'assurer notre propre sécurité.
nous dépendons des États-Unis. On peut être anti-américain, j'entends ça beaucoup, mais je trouve ça, c'est très gentil d'être anti-américain, mais enfin, il faut quand même pas oublier que sans eux, qu'est-ce qu'on serait? Qu'est-ce que serait l'avenir de l'Europe sans les États-Unis? Bon, donc ça c'est très important. Maintenant, en ce qui concerne les guerres, nous en avons fait, les guerres de décolonisation, c'est-à-dire quand on s'accroche pour qu'on ne décolonise pas, c'est les guerres. Bon, nous les avons toutes perdues. Et ensuite, ajoutons une autre, y a-t-il eu une guerre dans laquelle les Européens aient participé depuis 1947 et qui s'est gagnée? Eh ben ma réponse est oui, il y en a une, et une seule, et vous pouvez poser la question à n'importe qui, il ne saura pas laquelle. Oui, je suis suspendu à vos lèvres, moi aussi. Madame Thatcher au Malouine. Ah oui, exact. C'est la seule. Bien sûr. C'est la seule. Ouais. Rien d'autre. Ouais. Pour le reste, nous avons toujours dit, c'est inadmissible. Au Malouine, c'était face à l'Argentine, hein, donc c'était pas une puissance très... D'accord. Mais enfin, nous disons, c'est inadmissible, ce qui signifie clairement, j'admets. Voilà. Ouais. C'est notre impuissance qui s'exprime par des mots du style c'est inadmissible, etc., etc. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, les rodomontades? Je voyais il y a quelques jours Charles Michel, le Premier ministre belge, qui se flattait, s'enorgueillissait de la puissance du côté très soudé des Européens dans ce conflit ukrainien. C'est quand même rodomontade et compagnie, tout ça, non? D'abord, c'est circonstanciel. C'est-à-dire que sur les 50 dernières années, pour la première fois, on est à peu près d'accord sur quelque chose. Bon, et ça va durer juste le temps de l'Ukraine, d'ailleurs, parce que finalement, on est d'accord sur quoi? Nous et les Polonais. Ou d'accord sur rien, là, avec les Polonais. Absolument. Les Grecs et les Turcs. Bon, les Italiens aujourd'hui, avec la politique que nous essayons de mener, nous, en France, en essayant de construire une Europe dont personne ne veut. Bon, bref, en d'autres termes, si vous voulez, il n'y a pas de sécurité européenne, mais il n'y a pas non plus de politique proprement européenne. Nous sommes une puissance économique et commerciale très sérieuse, mais heureusement qu'on a le parapluie américain. Alors, est-ce qu'il est possible, dans ce conflit ukrainien, d'avoir la possibilité d'être opposé à cette guerre sans pour autant se faire passer pour un munichois quand c'est pas un poutinophile? C'est très compliqué, mais on va demander déjà à Michel Onfray, est-ce qu'être pacifiste, c'est nécessairement être munichois? Et je vous demanderai votre avis. Alors tout dépend du pacifisme. S'il y a des pacifistes qui nous disent jamais de guerre, quel que soit le prix à payer, c'est problématique. Ça a été le cas de Céline, ça a été le cas de Giono, ça a été le cas de quelques-uns qui ont connu la guerre 14-18 et qui se sont dit, en ignorant ce que donnerait Adolf Hitler, évidemment, plus jamais ça, plus jamais de guerre, quel qu'en soit le prix à payer. On a vu qu'effectivement, il y a un moment donné où le prix à payer est quand même beaucoup plus coûteux qu'une guerre. Donc je pense que le pacifiste, c'est celui qui pense à la paix d'abord. C'est pas celui qui commence par la guerre, mais c'est celui qui dit on va donner tous les moyens à la paix pour qu'elle dure, pour qu'elle soit entretenue et pour que la guerre n'ait pas lieu. Pour moi, le pacifisme, c'est ça. C'est d'estimer que on va pas se chercher des bonnes raisons de mener une guerre ou d'entrer dans la guerre du voisin, mais de faire de telle sorte qu'on va donner à la paix toutes les chances possibles et imaginables. Et puis, il y a un moment donné où, effectivement, si la paix n'est plus possible ou plus pensable, la guerre est nécessaire. Oui. Gérard Chaliand. Difficile d'être en désaccord. Ouais. Alors, Maxime, le pacifisme est un réflexe sain. Michel Onfray vient de le rappeler. La question qu'on peut se poser tout de même, c'est de savoir si les guerres ont toujours existé. Parce que, évidemment, quand vous interrogez un adolescent d'une quinzaine d'années, pour lui, la guerre, c'est un lointain. C'est pas encore se rentrer dans son apprentissage personnel. Et on pourrait presque croire que ça fait partie pourtant de la nature humaine. Il y a un monsieur un petit peu oublié aujourd'hui, un polémologue qui s'appelait Gaston Boutoul, qui a beaucoup étudié le phénomène guerrier, qui disait que la guerre était la mère de toutes choses, le tribunal de l'histoire qui juge et modèle le monde. Je le cite. Voilà une sentence pour le moins tragique, mais les faits sont les faits. Dans un livre au titre évocateur qui s'appelait 8000 traités de paix, Boutoul montre le caractère immémorial du phénomène guerrier. Tenez-vous bien, entre 1500 avant Jésus-Christ et 1860, donc en gros 3000 ans d'histoire, 8000 traités de paix qui devaient durer éternellement ont été signés en vain donc. 8000
1000 traités de paix, vous avez dit. Oui, qui devaient durer éternellement et qui évidemment n'ont pas beaucoup duré. Et les penseurs de tous les âges ont tenté de résoudre en vain ce paradoxe fondamental. L'être humain est aussi prompt à massacrer ses semblables qu'à chercher les moyens d'une paix durable. On se souvient au XVIIIe, XIXe siècle, de Condorcet à Auguste Comte, beaucoup de philosophes ont prédit la fin des guerres avec les retombées du progrès technique. Plus la civilisation s'étendra sur Terre, plus on verra disparaître les guerres, c'est ce que disait Condorcet. Or, qu'est-ce que le XXe siècle, si ce n'est les noces de sang du progrès technique et de la guerre, justement. Alors, est-ce qu'il y a toujours eu des guerres? Toujours, peut-être pas, mais il faut remonter très très loin dans l'histoire de l'humanité. Bien entendu, la guerre, en tant qu'elle naît de l'histoire et ne saurait donc lui préexister, nécessite pour émerger un certain nombre de développements socio-historiques, notamment l'économie de production propre au néolithique. La première bataille entre Homo sapiens armés a probablement eu lieu aux environs 10 000 ans avant Jésus-Christ au Kenya. Elle a laissé 27 cadavres aux os fracturés et aux crânes percés à coups de pointe d'obsidienne. Quant à la première preuve archéologique de meurtre entre humains, enfin entre hominidés, en réalité pour être précis, puisqu'il s'agit d'un homme de Heidelberg ou d'un proto-néandertalien, on n'est pas tout à fait sûr, mais ça remonte à 430 000 ans avant Jésus-Christ dans une grotte d'Atapuerca en Espagne. Alors si la guerre en tant que telle n'apparaît sans doute pas avant le néolithique, la pulsion de mort, elle, semble avoir vu le jour dans le berceau des hommes. Alors vous, qui êtes le spécialiste des conflits, Gérard Chaliand, vous êtes d'accord avec ça? C'est aussi loin que l'on remonte, on voit que l'homme s'est fait la guerre. Nous sommes une espèce prédatrice. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, d'aussi loin qu'on pense. Entre parenthèses, dans les penseurs, il y en a un admirable, c'est Thucydide. Ouais. Bon, il raconte que, ma foi, la loi selon laquelle c'est moi qui impose ma force, c'est pas moi qui l'ai inventée. Ça se faisait avant nous, ça se fera après nous. Simplement, il se trouve que dans la situation que nous connaissons, c'est nous les plus forts, ben vous allez céder, point final, c'est tout. Et ils embarquent, après avoir tué les mecs, ils embarquent les femmes et les enfants en esclavage. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Thucydide a tout dit, on n'a rien ajouté d'intelligent depuis. C'est malheur aux faibles, malheur aux vaincus. Ouais. Et évidemment, on poursuit éternellement cette rengaine. Est-ce que on a connu, alors au niveau européen, quelques décennies comme ça, sans guerre? Est-ce que c'était, comment dirais-je, une première dans l'histoire de l'humanité? D'avoir un moment une cinquantaine d'années avec quelques conflits quand même, notamment à Sarajevo, mais est-ce que on a souvenir de périodes supérieures à une cinquantaine d'années sans guerre? En Europe, non, mais c'est partout ailleurs, ça s'est produit. C'est-à-dire que c'est plus nous qui faisons quelque chose d'actif. Nous, on est plutôt spectateurs, en définitive. Mais la guerre, depuis 50 ans, n'a pas cessé partout. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que les autres, eux, ils sont dans le coup. Je veux dire, quand vous êtes en Afrique, quand vous êtes en Amérique latine, quand vous êtes au Moyen-Orient tout particulièrement, vous n'avez pas arrêté de subir des coups. Donc, il y a rien de nouveau là-dedans, hélas. Alors dans un instant, on va se demander si on peut faire la guerre sans l'aimer. C'est une question curieuse. Et on va constater qu'il existe en France ce que le géopolitologue Pierre Conessa appelle le complexe militaro-intellectuel. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours en compagnie de Michel Onfray, toujours en compagnie de Maxime Le Nagar et toujours avec l'excellent Gérard Chaliand, un des meilleurs géostratèges contemporains selon Hubert Védrine. Je le dis encore une dernière fois, cela me fait plaisir. Alors, on va parler dans un instant du complexe militaro-intellectuel. Voilà un concept qui est très intéressant et qui est développé par Pierre Conessa, le géopolitologue Pierre Conessa. Mais je voudrais qu'on revienne un instant sur le conflit ukrainien. Là, on voit, Gérard Chaliand, qu'on n'est pas du tout au début de la fin du tunnel qui va permettre de repousser les Russes à l'intérieur de leurs frontières. Alors, je vous pose une question simple. Est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie? L'idée de M. Biden, c'est d'essayer de continuer autant que faire se peut, en évitant évidemment ce qu'on appelle la montée aux extrêmes, c'est-à-dire ne pas déboucher sur le nucléaire. Mais il pousse. Cette dernière offensive, par exemple, est extrêmement importante. Ou bien les Ukrainiens arrivent à faire une percée de ci, de là, et c'est une très bonne chose pour eux. Mais de là à penser que les Russes vont être boutés entièrement hors de ce qu'ils occupent, à mon avis, c'est absurde. Ils sont à 3 contre 1. Pour eux, il est vital de tenir,
Pour le régime, c'est très important. Ils mettront le paquet. Donc, il n'y a pas de décision strictement militaire à cette affaire. Sans compter que, l'année prochaine, nous avons des élections et que ces élections, c'est avec les Trumpistes. Trump peut-être, mais c'est Trumpiste de toute façon. C'est-à-dire que lui, sa position est très simple. C'est une guerre absurde. C'est-à-dire les États-Unis doivent cesser. Donc il a très peu de temps en définitive pour essayer de modifier le rapport de force. C'est la dernière tentative. On y assiste en ce moment. Et pour l'instant, les résultats sont pas décisifs. Hein. Non, pour la bonne raison que les Russes se sont enfermés au maximum avec un tapis de mine, avec l'intelligence de se dire où est-ce qu'ils vont frapper. Il faut bien garantir que Mélitopol, par exemple, tienne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils arrivent à crever notre front sur l'isolement de la Crimée et qui fait qu'en fin de compte, la mer Noire et la mer d'Azov, tout ça nous échappe à la fois. C'est-à-dire que là, ils vont s'accrocher à mort. Bon, donc on va voir ça très très rapidement. Ouais. La partie décisive se joue dans les semaines à venir. Voilà. Vous avez une approche très réaliste, Gérard Chaliand, des conflits, des enjeux. Et d'ailleurs, nous abordons évidemment ce thème dans le numéro. Et j'aimerais que Maxime nous explique ce qu'il faut entendre par approche réaliste. Il y a Arnaud Imatz qui consacre 8 pages dans notre numéro. Oui, et l'article d'Arnaud Imatz est instructif car il permet de sortir justement de la caricature. Vous savez, le réalisme, c'est souvent perçu comme une espèce de culte de la force, un peu régressif, un peu archaïque, un cynisme vulgaire et opportuniste. Le réalisme est d'ailleurs souvent rattaché à la droite, qui est un lieu commun. Au 19e siècle et au 20e siècle, et Arnaud Imatz le montre dans l'article, sont réalistes des auteurs aux sensibilités politiques assez différentes. Ça va de Raymond Aron, qui est un libéral, à Julien Freund, qui se considérait comme conservateur de gauche, Jules Monroe, qui est un national-populiste, ou Gaston Boutoul, dont je parlais tout à l'heure. Les réalistes seraient des gens qui ne s'embarrasseraient pas de la complexité du monde. En somme, or, c'est plutôt l'inverse. Que ce soit au niveau politique ou militaire, l'approche réaliste consiste précisément à ne rien idéaliser et à tenir compte empiriquement des données du réel, sans essayer de projeter sur lui des fantasmes. L'approche réaliste se veut rationnelle et dépassionnée, elle tend à considérer la nature humaine avec méfiance. L'homme n'est pas nécessairement mauvais, mais une chose est sûre, il n'est pas nécessairement bon. Dès lors, le réaliste regarde les grandes notions et les grands projets universels, vous savez, communauté internationale, harmonie des intérêts, paix perpétuelle, démocratie mondiale, toutes ces notions-là avec beaucoup de circonspection. Les idéalistes ont une conception normative des choses, ils pensent la guerre telle qu'elle devrait être, les réalistes la pensent telle qu'elle est, une anarchie relative internationale qu'il faut reconnaître pour telle et essayer de réguler au mieux. Les idéalistes et les réalistes veulent la paix, mais divergent sur la manière d'y arriver. Et pour les réalistes, l'approche moralisante des idéalistes est non seulement abstraite et souvent hors sol, mais potentiellement dangereuse, car lorsqu'on combat au nom du bien et de la morale universelle, évidemment, tous les coups sont permis. Et Hubert Védrine, que vous citiez tout à l'heure, Stéphane, le dit mieux que personne, je le cite. Il me semble que, à tout prendre, les politiques étrangères et les diplomaties fondées sur les réalités et le réalisme, c'est-à-dire la réelle politique qui conduit à des compromis, a fait historiquement moins de ravages que l'irréalisme, l'utopisme, le chimérisme, fût-il drapé d'un idéalisme issu du wilsonisme et du droit de l'homisme, ce que j'appelle l'irréal politique, qui peut lui aussi conduire à un fanatisme. Fin de citation. Alors, est-ce que, Gérard Chaliand, l'approche réaliste, ce serait pas de constater que personne n'a gagné cette guerre totalement et de se mettre à la négociation à nouveau? L'évidence, c'est qu'on va négocier. Voilà. Il n'y a pas de solution militaire nette. Les Russes ne peuvent pas l'emporter et les Ukrainiens ne vont pas récupérer, comme le dit M. Zelensky, l'ensemble de tout ce qui était à eux en 2014. Voilà. À partir de là, on est obligé de négocier et ça va se faire. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui on dit non, il n'y a rien à négocier, on va jusqu'au bout. Eh ben, on verra que le bout ne mène pas au bout. Il va falloir s'asseoir, discuter et lâcher quelque chose. Qu'est-ce qu'on va lâcher? Ben, les Ukrainiens vont être obligés de lâcher une petite partie du territoire qui d'ailleurs... Le Donbass. Voilà. Oui, qui d'ailleurs ne leur appartient pas historiquement non plus. C'est-à-dire que la Crimée a été donnée en 54 du 19e siècle, du 20e siècle par Khrouchtchev qui était ukrainien, à une période où on pensait que l'URSS allait durer ad aeternam, et deuxièmement, le Donbass, en grande partie, est russe. Bon.
de la même façon que la partie occidentale, c'est-à-dire celle où se trouve leur capitale, et Lvov, etc. Bon, c'est une zone qui est rattachée au catholicisme romain et qui a été pendant des siècles polonais et lituanien. Vous voyez, bon, c'est-à-dire que dire que l'Ukraine existe depuis toujours et qu'il ne faut pas y toucher, c'est absurde. Ouais. Bon, voilà. Donc il va falloir négocier. Et alors il y a tout de même une chose que j'aimerais bien dire, puisque nous ne l'avons pas signalé. Pourquoi est-ce que les Occidentaux hésitent à risquer leurs hommes? C'est parce que notre démographie est très faible. C'est-à-dire que en 1914, nous étions 33% de la planète, nous, les Occidentaux, qu'on appelait à l'époque des Blancs. Aujourd'hui, les Occidentaux... Une dizaine de pourcents, je crois. 12 max. 12 max. Ah ouais. Voilà. Bon, alors ça quand même, c'est pas un détail. Je veux dire que quand vous êtes 12%, vous dites doucement, l'hécatombe, c'est pas ce que je recherche. Je dois absolument travailler à l'économie. Alors le drone c'est bien, la mécanisation la plus absolue ce sera très bien, etc., etc. Enfin néanmoins, il faut être très économe dans ce que l'on accepte de risquer. Alors, on entend, vous êtes très raisonnable et merci, votre parole est d'or, Gérard Chaliand, mais on entend beaucoup sur les plateaux de télévision, je pense à des chaînes d'infos en continu en particulier, on entend beaucoup de va-t-en-guerre qui sont là pour sans arrêt être dans l'escalade vis-à-vis de la Russie et pas du tout dans une solution de négociation. Et je voudrais vous demander, Maxime Lenagar, de revenir sur une contribution qui est passionnante dans la revue, c'est celle de Pierre Conessa, qui écrit, je cite, « Ceux qui nous vendent la guerre sur les plateaux de télé sont rarement ceux qui y meurent. » Il n'hésite pas à écrire qu'il existe un complexe militaire intellectuel qui rassemble ces intellectuels belliqueux, ces quelques militaires à la retraite, des promoteurs de la guerre juste dont on parlait il y a quelques minutes. Expliquez-nous ce que Pierre Conessa veut dire quand il parle de complexe militaro-intellectuel. Vous vous souvenez, Stéphane, de la boutade, entre guillemets, de Clémenceau, selon laquelle la guerre est une chose trop grave pour la confier à des militaires. Bien, cette boutade est en quelque sorte devenue réalité pour Pierre Conessa. Il nous dit aujourd'hui, je le cite, « Les questions de guerre et de paix ne sont plus l'exclusivité des militaires. » Fin de citation. Alors bien sûr, le fait de préparer des opinions publiques à la guerre, de rendre légitime et acceptable ce qui est souvent illégitime et inacceptable, ça date pas d'aujourd'hui. Mais il ajoute, c'est le rôle du complexe militaro-intellectuel que de rendre la guerre possible, voire souhaitable, en s'appuyant sur des ressorts identitaires profondément ancrés dans l'histoire des victoires et des défaites passées. Fin de citation. Alors ce discours d'enrobage et de légitimation a pris une vigueur nouvelle, notamment dans les démocraties libérales contemporaines. C'est Pierre Conessa qui explique ça. À partir de 91, c'est le tournant géopolitique majeur, la chute de l'URSS, et sur le plan technique, c'est aussi la montée en puissance progressive d'Internet, l'instantanéité de l'information, le commentaire permanent des experts de plateau dont vous parliez, Stéphane. Et l'Occident se retrouve sans ennemi sérieux et l'interventionnisme militaire redevient une option. Il peut jouer au gendarme international, déclencher des guerres justes et humanitaires avec des concepts bien connus, le state building ou le nation building. Ça commence en 92 en Somalie. Les Marines américains débarquent sous mandat de l'ONU pour rétablir l'ordre. Dans son ouvrage Le grand livre de la stratégie, Edvard Luttwak démocratise même l'idée de guerre préventive, c'est dire. Pour Pierre Conessa, ces guerres humanitaires sont la signature du complexe militaro-intellectuel. Alors l'exemple archétypal en France, nous, c'est le tandem BHL-Sarkozy en 2011, évidemment, la guerre en Libye. J'ai retrouvé d'ailleurs un commentaire de Chevènement qui avait tout dit en 2015. Il disait « Sarkozy et BHL ont voulu faire le ménage en Libye. Résultat de l'ingérence, aujourd'hui, c'est le désordre complet. » Il faut dire que les intellectuels de plateau télé sont très éloignés des réalités concrètes de la guerre, vous le disiez Stéphane, et Pierre Conessa le note, et je le cite pour conclure. Il me paraît évident que les militaires actuels sont beaucoup moins bellicistes que certains acteurs de la société civile et décideurs politiques, pour la simple et bonne raison qu'ils savent ce qu'est la guerre. Fin de citation. Voilà, il faut de temps en temps savoir se boucher un peu les oreilles. Front populaire, guerre à la guerre contre les impérialismes. C'est avec cette revue que vous pouvez prolonger la réflexion. Vous y retrouverez l'excellente contribution de Gérard Chaliand qu'on était ravis d'accueillir. Je vous remercie tous les trois. Michel, on n'aura pas eu le temps de lui demander ce que l'on peut faire la guerre sans l'aimer. Et pourtant, c'était aussi intéressant. Mais là, l'heure, c'est l'heure. Je vous remercie tous les trois. Je vous donne rendez-vous sur nos environnements digitaux, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, ainsi que sur la plateforme frontpopulaire.fr.
sudradio.fr. À samedi prochain pour une prochaine heure libre. Tout de suite, c'est On parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Et puis, pour les auditeurs de Sud Radio, une petite surprise. Guettez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que Front Populaire vous réserve une petite surprise. Je n'en dis pas plus. À bientôt, chers auditeurs. Sud Radio, l'heure libre, Stéphane Simon, Michel Onfray.